Salut, c'est Roberto Baggio et j'ai pas remporté la Coupe du Monde en 1998. Trêve de plaisanterie, comme dirait un célèbre philosophe, on se retrouve pour la Copa del Mundo et pas la Copa del Rey. Voilà, je suis chaud, je suis patate, je suis bouillant. On commence avec Afrique du Sud, Mexique et ensuite on ira sur Corée du Sud, République tchèque. Euh, faut savoir que dans les deux matchs, excusez-moi, hein, mais on n'a vu qu'une équipe. Euh, pour commencer par l'Afrique du Sud, elle n'a pas assumé d'être une équipe défensive. Elle a voulu jouer à l'européenne, c'est-à-dire avec de la relance basse et, euh, et voilà, du redoublement de passes. Euh, Du coup, elle s'est retrouvée à être positionnée entre un bloc médian et un bloc bas. Résultat, elle s'est retrouvée à être acculée dans son but. Ce qui, d'ailleurs, a un peu, par effet boule de neige, amené le premier but. Et on a vu des défenseurs sud-africains qui, à la relance, étaient complètement congestionné parce que, je sais pas, il y a un mec dans l'équipe, je sais pas qui, ça m'étonnerait que ce soit l'entraîneur, a décidé de relancer bas, quoi. Ça commence, j'ai déjà des problèmes de gorge, les amis. Voilà. Donc en fait, on a une équipe qui savait pas quoi faire dès les 3 premières minutes et après c'est parti n'importe comment pour l'Afrique du Sud. Euh, Il y a eu une maîtrise du tempo côté mexicain durant tout le match. Voilà, impressionnant. Très beau jeu de leur part. Voilà, combinaison à 3 en triangle. Tu sens que les joueurs se connaissent, que le travail à l'entraînement a été peaufiné, notamment sur je regarde le joueur qui est le coéquipier avant de contrôler la balle et ça a été vraiment incroyable. Ça a été une fluidité incroyable. Je me suis régalé à regarder le Mexique pendant ce match. Côté mexicain, on a eu l'absence d'un pressing haut, même s'il y a eu le pressing sur le porteur de balle, car l'Afrique déteste jouer court. Donc c'est aussi le Mexique qui, passé la 7e minute, a commencé, enfin non, passé plutôt la 5e, a commencé à mettre ce truc-là en place. Ce qui se passait en gros, pour détailler la chose, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il y avait Lira et Fidalgo qui faisaient semblant d'instaurer un pressing haut, ce qui forçait à chaque fois l'Afrique du Sud à reconstruire depuis l'arrière. Et au fur et à mesure du match, comme ils n'ont pas l'habitude, ils ont eu peur de faire ça. Et ils se sont liquéfiés au fur et à mesure du match, de la 10e à la 35e minute. Ça a été un supplice pour relancer enfin, pour faire des passes courtes simplement. Euh, et donc, si t'es supporter sud-africain, c'était gênant hein, par moment. Qu'est-ce que je voulais dire? Bah écoutez, il n'y a pas grand-chose à garder hein, côté sud-africain, sauf peut-être une montée en puissance à venir de Williams, qui a pourtant failli nous commettre une belle boulette, qui a eu des balles voilà, où il a hésité à sortir dessus, mais il fait des parades de très bonne qualité, et la première est absolument monstrueuse. Voilà, le blocage du poignet, le geste du poignet est à montrer dans toutes les écoles de gardiens, c'est une prouesse de folie, alors que Jiménez envoie une reprise de volée de l'espace. Enfin voilà, gros big up à lui d'ailleurs, parce que le but, il a été d'une émotion rare dans une Coupe du Monde. Et pour moi, ça restera son émotion après le deuxième but dans les images qui resteront dans l'histoire de la Coupe du Monde. Beaucoup trop de fautes et surtout de grosses fautes côté sud-africain. Hugo Bross, déjà, paye ton nom, Hugo Bross à cheveux, déjà, où c'est que tu veux aller avec ça, avec ce nom? Je suis désolé, non mais je le vanne, mais voilà, le gars a des propos limites, on sent qu'il sait plus trop
quoi faire, on sent que le football l'intéresse plus trop. Il a 70 ans, on sent qu'il sait plus trop ce qu'il raconte sur ce sport, donc en fait, les Sud-Africains, oui, ils peuvent sortir du groupe, mais il va falloir que, à l'image de la France en 2006, ils fassent sans leur coach, quoi, qu'ils prennent les décisions sans leur coach. Voilà, et je comprends pas qu'ils les aient pas calmés à la mi-temps, hein. Ouais, ouais. Pas forcément, tu sais, de grands discours et tout, mais leur dire calma, calma, quoi. Parce que au final, bah, tu prends deux cartes rouges dans le match. Alors un deuxième qui est pas forcément mérité, mais en même temps, tout le match, tu donnes le bâton pour te faire battre. Donc, tu payes les pots cassés, quoi. Ils ont été nerveux tout le match en protestant avec les arbitres. C'est voilà, en disant ouais, machin, machin. Alors, certes, les Mexicains en faisaient des tonnes, se roulaient par terre, gagnaient du temps. Mais t'étais pas non plus en grosse difficulté dans le premier quart d'heure. Enfin, tu souffrais pas le martyr non plus. Et j'ai pas compris. Euh, mais c'est un syndrome du persécuté qu'on avait déjà observé pendant la CAN et qui est lié tout simplement au fait que bah, l'Afrique du Sud est raillée parce que c'est un grand pays du continent africain sur le plan économique et qu'elle n'a pas beaucoup fait de compétition internationale. Et ça vient aussi du fait que ils proposent pas un jeu très esthétique, contrairement à beaucoup de nations africaines. Et du coup, voilà, ils ont l'impression que les arbitres sont contre eux, que le football africain est contre eux. Et surtout, Patrick Motsepe, le patron de la Fédération africaine, étant sud-africain, ils ont l'impression qu'on va jamais leur donner la chance d'aller en demi-finale d'un tournoi. Euh, Par peur qu'on accuse les arbitres de favoritisme. Donc il y a tout ça depuis 2 3 ans qui règne dans la sélection sud-africaine et que je comprends pas. Et bon, c'est pas Hugo Bros et ces trois neurones qui se battent en duel actuellement qui vont leur permettre de, de, de lâcher cette idée-là. Euh, mais même au-delà du côté relance et tout par l'arrière, pas d'envie de construire de jeu au sens global en fait côté sud-africain, mangé par le stress. Alors t'as le droit d'être mangé par le stress, de louper des passes, de faire des grosses boulettes, mais pas au point de pas avoir envie de construire quoi. Je pense que c'est pas une bonne image que tu donnes du football, notamment aux spectateurs novices, voilà, qui aimeraient s'y intéresser mais qui sont pas passionnés par ça quoi. On a un gardien sud-africain qui a été saoulé par sa défense dès les premières minutes. Donc en termes de communication, tu sens que les cinq n'ont pas communiqué de tout le match. Le mec, il sentait que le match allait être compliqué. Tu le voyais à moitié souffler, faire des espèces de fausses relances, mais plus pour essayer de réveiller ses partenaires que pour mettre en difficulté l'adversaire. Donc ambiance un peu délétère quoi dès les premières minutes. Et globalement, pas de communication entre les joueurs de l'Afrique du Sud. Je pense au premier but, qui est pas un gros raté, hein. Voilà, tu peux prendre ce genre de but, mais quand on voit du jeu derrière, tu peux en marquer d'autres et rattraper ton retard et gagner le match. Mais là, voilà, on sent qu'en fait, ça n'a pas communiqué entre les joueurs et ça n'a pas communiqué à l'entraînement. Parce que normalement, ce genre de relance, c'est des trucs que tu organises à l'entraînement et que tu communiques à l'entraînement. Et tu dis, ok, si ça arrive en match, on fait ci, on fait ça, machin. Et là, ça n'a même pas communiqué à l'entraînement. Donc, ils filent un mauvais coton, les Sud-Africains, sans mauvais jeu de mots. Voilà. Les latéraux et les ailiers de l'Afrique du Sud. euh, Pas forcément bien axés avec leur corps dès les premières relances. Donc à la fin de la chaîne, bah, le ballon n'arrive pas exactement sur la bonne surface de pied. Donc en fait, bah, on a un Mexique qui a le temps de se replacer. Voilà. En plus de ça, il y a eu quelques passes ratées, pas énormes, mais bon, là ça commence à faire beaucoup de problèmes. Et du mal à poser le jeu dans la moitié de terrain adverse. L'Afrique du Sud a dû poser 2 fois le jeu dans la moitié de terrain adverse, quoi. C'est un peu inquiétant, quoi. Sinon, côté mexicain, Quiñones, ça joue en une touche, en deux touches, pas plus. C'est simple, le gars, il y va juste au physique.
il est là avec sa tête, il vient passer devant le défenseur. C'est simple, hein. C'est pas méga excitant comme jeu, hein. Mais putain, qu'est-ce que c'est efficace. Et le but, et bah écoutez, il a un défenseur qui revient sur lui et l'angle de frappe est pas très élevé. En plus, il a un espèce de défenseur en face de lui qui fait un mouvement un peu spécial. Alors, c'est peut-être un mouvement pour déconcentrer l'attaquant, mais j'en sais trop rien. Mais en tout cas, il n'est pas facile à mettre, contrairement à ce qu'on pourrait croire au premier abord. Et sinon, le dernier truc que je voulais dire sur le match, match catastrophique du numéro 20. Alors, excusez-moi, c'est un joueur qui joue dans un championnat mineur. Ça peut m'arriver de regarder des championnats mineurs et de m'y intéresser, mais celui-là, pas forcément. Désolé pour lui, mais voilà, j'ai pas retenu son nom. Voilà. Si vous l'avez dans les commentaires pour les prochains matchs, ça pourrait être sympa pour moi. Et ben, on va passer à Corée du Sud, République tchèque. Voilà, une équipe sur le terrain encore. Et là, je vais être un peu énervé contre les Tchèques. Voilà, hein. On va pas se checker, vous et moi. Euh, et du coup, on va y aller équipe par équipe. Je vais d'abord parler de la Corée du Sud et après de la République tchèque. On a eu un positionnement des joueurs sud-coréens en étage. Donc toujours une solution pour le porteur de balle. Il y avait toujours une solution. Et un espace, donc toujours une solution. Et un espace pour créer un dribble, un changement de surface de pied ou une feinte de passe. Il y a une démonstration de ça, surtout en première mi-temps et sur de grosses séquences en seconde période. J'avais l'impression vraiment de voir le Barça contre Almaty. Désolé, je viens de manger, il y a des petits bruits de bouche. Veuillez m'en excuser. On a eu des excellents centres côté sud-coréen et Dieu sait que même dans des gros matchs des 5 championnats européens, je ne vois pas des équipes centrées aussi bien. Donc ça, quel plaisir quoi de voir des joueurs bien centrés. Voilà. Attention aux précipitations, pas la pluie, hein, attention à pas se précipiter dans la surface. Je parle pas forcément de la finition des actions au final. Les Sud-Coréens sont tombés sur un excellent gardien tchèque, mais parfois, voilà, on hésite un peu, une demi-seconde aux abords de la surface et dans la surface, plutôt que de tenter un contrôle simple. En fait, on est dans un espèce de truc, on veut toujours proposer une action qui va mettre toujours plus en difficulté, alors que l'équipe en face est déjà en difficulté. Et parfois, bah, il faut saisir la chance qui s'offre, même si elle n'est pas aussi grande que tu l'espérais. Donc voilà. Et voilà, il y a eu aussi des précipitations dans certains choix de passes et remises côté sud-coréen. Là, ça se paye pas cash et je pense que contre les équipes d'un niveau équivalent ou plus faible, ça ira, mais contre une grosse nation, ça peut être compliqué. Voilà, tu peux prendre 2 buts à cause de ça. Et je pense que ces précipitations-là dans les choix de passe, c'est dû à un sentiment d'infériorité qu'il y a par rapport aux autres équipes de la Coupe du Monde et qui a toujours un peu été dans les états d'esprit sud-coréens pendant les précédentes Coupes du Monde. Je pense qu'on peut même remonter à celle des années 90. Il me semble qu'ils étaient qualifiés pour certaines Coupes du Monde des années 90. Je ne sais plus lesquelles exactement. Les spécialistes me diront. Euh, mais ouais, ce sentiment que ouais, bah comme on est des joueurs qui viennent de championnats mineurs et qui sont des bons joueurs, hein, ils viennent de championnats mineurs, mais on les connaît, on les suit pour ceux qui se renseignent beaucoup, et on sait que c'est des joueurs techniques qui même physiquement sont capables de rivaliser très très bien même physiquement. Donc voilà, mais il y a ce complexe d'infériorité qui émane un peu dans toute la société sud-coréenne de toute façon par rapport à des nations même inférieures économiquement. Donc je trouve que ça se ressent sur le terrain. Il y a ce truc où bah les mecs, ouais, ils se disent ouais, il y a peur de déranger aussi. Le Sud-Coréen
Vous me direz si je me trompe, les spécialistes de ces cultures asiatiques, mais le Sud-Coréen, dans sa vie, a peur de déranger. Et parfois, on a l'impression que sur le terrain, ils ont peur de faire des choses, alors que pourtant, ils ont fait des bêtes de trucs pendant le match, des bêtes de dribble. Et, euh, et donc, voilà, je pense à un râteau de je sais plus quel joueur, mais voilà, absolument génial le râteau. Donc voilà, voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Euh, voilà, oui, donc manque de confiance de certains joueurs, donc, et surtout les non-européens en fait. Voilà, faut le dire. Les Européens ou ceux qui ont joué en Europe à un haut niveau n'ont pas vraiment manqué de confiance côté Corée du Sud, et c'est eux qui peuvent amener cette confiance-là aux autres joueurs. Et donc ça, c'est vraiment le point positif quand même. Sinon, côté tchèque, on a une équipe qui a jamais posé le jeu, donc impossible de remporter ce match à ce niveau-là. Car voilà, il y a des joueurs qui ont voulu prendre la responsabilité, qui se sont dit non, moi je suis le meilleur joueur de l'équipe, c'est parti, on y va. Et avec cette mentalité-là, bah, tu vas droit dans le mur, hein, clairement. Euh, on a eu, bah, côté tchèque, une défense pas catastrophique, une défense centrale pas catastrophique, euh, mais quelques lenteurs et bah, que tu payes cash finalement parce que Hugminson est encore très très rapide et en plus les dribbles sud-coréens étaient assez déroutants, donc au final tu le payes. Et par contre un manque alarmant de communication, vraiment on se croirait en 2006. C'est très 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 gênant. Euh, j'ai vu aucun joueur de la République tchèque parler, sauf sur les longues touches. Alors c'est le seul point positif de cette équipe, c'est une des seules certitudes qu'ils ont dans le jeu. Alors vous allez me dire, contrairement à certaines équipes dans le foot, au moins ils en ont quelques-unes, enfin quelques-unes, plutôt une, c'est que quand il y a une touche près du poteau de corner, on balance une touche dans la surface, et c'est quelque chose qui fonctionne bien, qu'ils ont bien travaillé, et en plus il y a des grands gabarits dans cette équipe, donc c'est parfait. Euh, Zeleny, le latéral gauche de la République tchèque, j'ai rarement vu un joueur aussi peu entreprendre, balle au pied. Voilà, c'est lunaire à ce niveau-là. Positionnement absolument catastrophique par moment, alors que parfois il a eu des positionnements absolument excellents, mais parfois complètement catastrophiques, c'est-à-dire à rien y comprendre. Et voilà. En plus, voilà, il n'a pas été. Voilà, c'est-à-dire que les rares fois où il a tenté des trucs balle au pied, c'est-à-dire 2 fois dans le match, ça a aidé son équipe. Donc incompréhensible. Euh, le gros défaut tchèque qui leur a coûté le match, enfin il y a énormément de trucs qui leur ont coûté le match, mais la chose numéro un, c'est que les latéraux ont eu du mal à se replier. Ils ont été complètement absorbés par les dribbles adverses. Il y a eu des feintes de corps, des feintes de pieds, des conduites de la semelle, des petits ponts, des retours en arrière, des dribbles courts, des enchaînements extérieurs du pied côté sud-coréen. Vraiment le travail vraiment en amont du sélectionneur avec ses joueurs, j'applaudis fortement parce que on voyait des joueurs à l'aise techniquement ces derniers temps dans les matchs amicaux de la Corée du Sud, mais pas à ce point. Là, le truc a été peaufiné et je pense qu'ils peuvent encore franchir 2 stades au-dessus. Donc offensivement, je pense que ça peut être quelque chose, la Corée du Sud. Après, le truc, c'est qu'en phase d'élimination directe, j'ai un peu peur que physiquement, il y ait des lacunes. C'est pas des joueurs qui ont l'habitude de se retrouver à ce niveau-là contre des grosses équipes. Donc j'ai un peu peur que physiquement, ce soit vraiment le bémol. Et malheureusement, bah, on ne sait pas trop quoi penser de leur défense, puisque au final, on a vu une République tchèque qui a absolument pas joué au ballon. Voilà. C'était pas pire qu'Arsenal, mais c'était bien catastrophique quand même. De toute façon, il va falloir être fort pour faire pire qu'Arsenal. Arsenal contre le PSG en finale de la Ligue des Champions.
Euh, Hungsson, quelle énergie, mais vraiment, il a été de partout, dans les replis défensifs, des courses, vraiment, j'ai l'impression qu'il a encore peaufiné cette technique de course avec un peu plus de mouvement de hanche, et c'est quand même fou à son âge, parce qu'il a 34-35 ans, ce qui n'est pas très vieux pour un footballeur du tout, mais quand même, il commence à prendre de l'âge. Et moi qui regarde les matchs de MLS, je peux vous assurer qu'il a un niveau très 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 élevé, surtout ces 2 derniers mois, et qu'il aurait sa place même dans une équipe, même dans une top équipe européenne, alors peut-être en remplaçant, mais je trouve que ça a été un des fers de lance, et ça va être un des fers de lance de cette équipe pour les prochains matchs. Euh, Excellent coaching côté sud-coréen. Et je vais pas trop en parler, mais je vais le dire vite fait et j'aurai besoin de votre appui si jamais. Et bonne gestion de leur organisme par les joueurs. Euh, Il y a eu une facilité chez les joueurs et la prise de décision. Ils ont eu la prise de décision de prendre la place d'un joueur pas capable de faire l'effort à un instant T. Donc voilà, à cause de la chaleur, enfin ils ont vu qu'ils souffraient de la chaleur dès le début de match. Je ne sais pas combien il faisait, mais en tout cas, il faisait un peu plus de 30 degrés, je pense. Enfin, entre 28 et 31. Et voilà, en fait, dès qu'ils sentaient que, parce qu'on avait fait 2 courses juste avant, on pouvait pas faire l'effort, hop, un peu comme en basket, je caricature un peu, mais ça switchait, le joueur venait prendre la balle dans les pieds de son coéquipier ou venir chercher le ballon. Et ensuite, voilà, quand celui qui avait été remplacé par son coéquipier avait plus d'énergie, il remplaçait un autre coéquipier. Donc ça, j'ai trouvé ça absolument incroyable. Et voilà, dites-moi, voilà, ceux qui ont notamment, voilà, les médecins qui ont parlé avec des sportifs de haut niveau, comment ce genre de trucs peuvent s'organiser dans une équipe. Euh, donc voilà. Alors bien sûr, c'était quand les joueurs n'étaient pas capables de faire les choses à un instant T, hein, ça n'a pas duré, c'était pas pendant un quart d'heure pendant le match où tu avais un joueur qui se reposait grosso modo. Mais donc voilà ce que j'avais à dire sur les matchs, qui n'étaient pas les matchs du siècle, mais qui étaient des matchs très intéressants. Et normalement, on se retrouve peut-être dans d'autres vidéos dans la journée, je ne sais pas quand, mais on devrait parler de la cérémonie d'ouverture et on devrait parler pas mal musique, les amis. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé le débrief. Euh, et bah, j'allais dire bonne soirée. Le mec commence déjà à être en décalage horaire. J'ai regardé le match en direct. Allez, bisous, à plus, prenez soin de vous.